Bonjour mes chers étudiants. Aujourd'hui, on va voir les techniques d'extraction et de purification des enzymes. On va commencer tout d'abord par un petit aperçu sur les techniques d'extraction des enzymes. Quand on parle du mécanisme d'extraction, on parle principalement de la séparation de l'enzyme d'un composé dont elle fait partie. C'est-à-dire, on va séparer l'enzyme à partir de la cellule où l'enzyme se localise. En d'autres termes, on va libérer l'enzyme qui se trouve dans la cellule, soit par un éclatement de la paroi ou de la membrane cellulaire. Ici, c'est en fonction du type de la cellule. Bon, le mécanisme d'extraction, il est spécifique aux enzymes intracellulaires. Si on revient au cours précédent, on a fait la classification des enzymes en fonction de la localisation et j'ai expliqué qu'il existe deux types d'enzymes en fonction de la localisation. Les enzymes intracellulaires qui se trouvent à l'intérieur de la cellule et les enzymes extracellulaires qui sont libérées à l'extérieur de la cellule. Donc, quand on veut faire une extraction, donc c'est logique qu'on va libérer les enzymes qui se trouvent à l'intérieur. C'est pour cette raison-là qu'on parle d'extraction uniquement en cas d'enzyme intracellulaire. Dans le cas de l'enzyme extracellulaire, elle est déjà libérée dans le milieu extérieur et par conséquent, elle n'a pas besoin d'être passée par une étape d'extraction. Donc, toujours quand on parle d'extraction d'enzymes, on parle principalement des enzymes intracellulaires, c'est-à-dire les enzymes qui se trouvent à l'intérieur des cellules. Tandis que les enzymes extracellulaires, c'est des enzymes qui nécessitent directement un passage vers les techniques de purification qu'on va voir par la suite. Maintenant, comment on peut choisir la technique d'extraction adéquate? Parce qu'il existe une large panoplie de techniques d'extraction. Donc, le choix, il s'effectue en fonction de plusieurs paramètres, principalement en fonction du type de cellule utilisée. Parce qu'on a déjà expliqué que les enzymes se trouvent chez les champignons, chez les bactéries, les cellules animales ou bien végétales. Donc, vu que les cellules déjà prokaryotes et eucaryotes sont différentes en fonction de la structure et par conséquent, les techniques d'extraction vont être différentes. Le deuxième paramètre, c'est la localisation de l'enzyme. On a parlé dans la première vidéo sur la localisation des enzymes. Bon, les enzymes peuvent se localiser soit dans le cytoplasme ou bien dans les différents organites dans le cas des cellules eucaryotes. Et par conséquent, la technique d'extraction, elle dépend de la localisation de l'enzyme. Où se trouve l'enzyme exactement? Donc l'enzyme, quand il est au niveau du cytoplasme, il est différent que quand il se trouve dans les ribosomes ou bien les mitochondries et ainsi de suite. Le troisième caractère, c'est les conditions de purification de l'enzyme. C'est-à-dire que une fois on a fait l'extraction de l'enzyme, on doit obligatoirement passer à l'étape de la purification. Donc, certaines techniques ne sont pas adéquates. Techniques d'extraction ne sont pas adéquates avec certaines techniques de purification. Et par conséquent, on doit vérifier tout d'abord quelle technique de purification on va utiliser pour choisir la technique d'extraction qui va avec. Le dernier paramètre, c'est les équipements disponibles. C'est-à-dire que tout simplement les équipements disponibles au niveau de notre laboratoire. Parce que dans certains cas, on peut choisir de telle ou telle technique, mais on ne peut pas la réaliser dans notre laboratoire. Et par conséquent, on est obligé de choisir ou bien d'opter pour une autre technique. Donc, on appelle ça la disponibilité de l'équipement. Bon, maintenant, on passe aux différentes techniques d'extraction. Les techniques d'extraction sont classées en fonction de 4 grands mécanismes. Les techniques d'extraction mécanique, physique, chimique et enzymatique. Mécanique, physique, chimique et enzymatique. C'est-à-dire en fonction du principe de l'extraction. D'accord? On va commencer tout d'abord par les techniques d'extraction physique. C'est-à-dire où on va utiliser un mécanisme physique.
Bon, ici, j'ai donné uniquement un seul exemple, mais il existe d'autres techniques d'extraction physique. Mais vu qu'on n'a pas assez de temps, j'ai juste choisi la technique la plus répandue, la technique physique la plus répandue qui est le choc osmotique. D'accord? C'est quoi le choc osmotique? Bon, le choc osmotique, il va briser la membrane cellulaire, c'est-à-dire il va essayer de fragmenter la membrane, d'accord, afin de libérer l'enzyme qui se trouve à l'intérieur, mais avec un minimum de dommages, c'est-à-dire on va essayer au maximum de ne pas endommager le reste des organites. C'est clair? Maintenant, comment on va réaliser ce choc osmotique? On va prendre les cellules, d'accord, les cellules qui contiennent l'enzyme, et on va les incuber dans une solution hypoosmotique. C'est quoi une solution hypoosmotique? C'est une solution où la concentration de soluté est supérieure à celle de la solution à l'intérieur de la cellule. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Donc, l'eau va pénétrer à l'intérieur de la cellule, ce qui va conduire à l'éclatement de la cellule et par conséquent la libération des enzymes. D'accord? Donc, quand on va mettre les cellules dans une solution hypoosmotique, elle va essayer de rétablir l'équilibre osmotique. Donc, l'eau va pénétrer à l'intérieur de la cellule et va finir par causer une rupture, c'est-à-dire un éclatement de la membrane plasmique. Ici, dans cette technique de choc osmotique, on a un inconvénient majeur, c'est l'éclatement des organites, c'est-à-dire l'éclatement des organites qui se trouvent à l'intérieur. Donc, quand je dis l'éclatement des organites, je parle ici principalement des cellules eucaryotes, parce que dans le cas des cellules prokaryotes, on n'a pas d'organites, d'accord? Ici, donc, l'inconvénient, il consiste uniquement les cellules eucaryotes, parce que c'est eux, ou bien c'est elles, qui contiennent des organites. Je vous donne ici l'exemple de l'éclatement du noyau. Donc, l'éclatement du noyau, il va se traduire par une augmentation de la viscosité de la solution. C'est-à-dire dans le cas où on va accidentellement causer la lyse du noyau, donc qu'est-ce qu'on va remarquer? On va remarquer que la solution, elle a augmenté de viscosité, c'est-à-dire elle est devenue plus visqueuse. Pour quelle raison? C'est par rapport à la chromatine. Bon, c'est quoi les chromatines? Donc c'est un ensemble d'ADN, d'ARN, de protéines. Bon, quand je dis de protéines de type histone et non histone, d'accord? Donc la chromatine libérée va augmenter la viscosité de la solution. Donc, et on va déduire qu'il s'agit ou là qu'on a un problème qui est survenu, qui est l'éclatement du noyau. Et ça est considéré comme un inconvénient parce qu'il va, il va entraver l'étape de purification. Donc, il va perturber l'étape de purification. Le deuxième type de technique d'extraction, c'est les techniques chimiques. Concernant la technique chimique, donc comme son nom l'indique, dans ce cas-là, on va utiliser des substances chimiques. Donc la lyse chimique, elle est basée sur l'utilisation d'un tampon de lyse. Tampon de lyse. Lyse, il va permettre la lyse, c'est-à-dire la destruction cellulaire. Et un tampon, il va permettre de temporiser le contenu cellulaire, c'est-à-dire il va maintenir la stabilité de la solution. Donc c'est quoi le rôle de tampon de lyse? Donc il va d'un côté rompre les cellules, mais tout en maintenant l'équilibre, d'accord, grâce au tampon qui se trouve à l'intérieur de cette cellule. Donc le plus souvent, les tampons de lyse contiennent deux molécules assez importantes, les sels et les détergents. Les sels, leur rôle, c'est de régulariser l'osmolarité du lysat. Quand je dis l'osmolarité, c'est-à-dire l'équilibre. C'est quoi le lysat? Le lysat, c'est le produit résultant de la lyse. Donc, quand je vais provoquer la lyse cellulaire, le produit généré, on l'appelle lysat. Lysat, c'est le produit résultant de la lyse, c'est-à-dire de la destruction cellulaire. Donc, les deux molécules, ou les deux sels les plus répandus et les plus utilisés, c'est le tris-HCl, sous forme de poudre, et le DTA, c'est une poudre également. C'est des sels
qu'on utilise pour régulariser l'osmolarité, d'accord, pour temporiser le lysat. Et on a les détergents comme le cas de Triton X100, d'accord, c'est une solution, et le SDS. Le SDS, c'est une poudre qu'on prépare en forme de solution, c'est-à-dire on va ajouter le SDS à l'eau distillée pour former une solution SDS. Le SDS, c'est le dodocyl sulfate de sodium. Pardon. Donc, quand on va ajouter ces détergents, l'un de ces détergents, on ne peut pas ajouter les deux en même temps, d'accord? Donc, quand on va ajouter un détergent, c'est pour le but de briser, d'accord? Ou bien pour détruire les membranes. Donc, le détergent, c'est pour la destruction et les sels, c'est pour garder une certaine stabilité du lysat. Donc, les tampons de lyse sont utilisés avec les différents types de cellules, les cellules animales, végétales et même les cellules microbiennes, c'est-à-dire les cellules bactériennes et les cellules, les champignons. D'accord? Bon, concernant la troisième catégorie de techniques d'extraction, c'est les techniques d'extraction enzymatiques. Donc, comme son nom l'indique, c'est des techniques qui se basent sur l'utilisation d'enzymes. Donc, la première catégorie, c'est une extraction qui en provoquant un choc physique. La deuxième catégorie, elle consiste à utiliser des composés ou bien des molécules chimiques. La troisième catégorie, elle consiste à l'utilisation d'enzymes. D'accord? Ici, j'ai cité deux types d'enzymes. D'accord? Bon, maintenant les enzymes, c'est quoi leur rôle? L'enzyme, tout simplement, elle va permettre la destruction de la paroi pour libérer les enzymes. Comme j'ai expliqué juste maintenant, j'ai cité l'exemple de deux enzymes. La première enzyme, c'est le lysozyme. J'ai parlé précédemment de lysozyme. Les lysozymes, c'est des enzymes proviennent de quoi? Ils proviennent du blanc d'œuf de poule. D'accord? Ils proviennent du blanc d'œuf de poule. Donc, les lysozymes, c'est des enzymes qui permettent la dégradation de la paroi. D'accord? Comment le lysozyme dégrade la paroi? Il permet de dégérer le peptidoglycane. Le peptidoglycane, c'est le principal, ou la molécule principale qui constitue la paroi des bactéries. D'accord? Bon, maintenant, quand on parle des bactéries, en fonction de la paroi, bien sûr, la composition de la paroi, on a deux types de bactéries, les bactéries Gram+ et les bactéries Gram-. Donc, le lysozyme, il est utilisé, ou bien, c'est pas utilisé, on peut l'utiliser contre les bactéries Gram+ et Gram-, mais il est beaucoup plus efficace contre les bactéries Gram+ que les bactéries Gram-. Pour quelle raison? Parce que tout simplement, la fraction, ou bien comment dirais-je, la concentration de peptidoglycane, elle est beaucoup plus importante chez les grammes positifs que les grammes négatifs. Et secondo, à cause de la membrane externe qui constitue la paroi c'est-à-dire qui se trouve en plus de la paroi chez les grammes négatifs. C'est pour cette raison-là que s'il s'agit d'une bactérie gram positive, donc on va utiliser le lysozyme directement, mais dans le cas où il s'agit d'une bactérie gram négative, on va traiter tout d'abord la bactérie pour éliminer la membrane externe par des solutions que je vais citer juste maintenant. Ensuite, comme deuxième étape, on va ajouter le lysozyme. Donc, qu'est-ce qu'on va faire pour éliminer la membrane externe? Tout simplement, on va utiliser un tampon de lyse, un tampon qui s'appelle le tris EDTA. Donc, c'est un mélange entre le tris HCl et le DTA. Maintenant, c'est quoi le rôle du tris et c'est quoi le rôle de l'EDTA? Le DTA, qu'est-ce qu'elle va faire? Le DTA, elle va se chélater. Le mot chélater, on appelle déjà le DTA, c'est un agent chélateur. Chélateur pour quelle raison? Parce qu'il permet de chélater. Chélater veut dire quoi? Veut dire se complexer, se lier. D'accord? Donc, le DTA va se lier avec le magnésium, le Mg++. D'où vient le Mg++ et c'est quoi son rôle? C'est quoi le rôle de magnésium? Donc, le magnésium, qu'est-ce qu'il va faire au niveau de la paroi? Le magnésium, il va
lier, ou là, il lie les polysaccharides à la membrane externe. Donc, plus précisément, il lie les polysaccharides au double feuillet de la membrane externe. D'accord? Afin de stabiliser la membrane externe. Donc, qu'est-ce qui va faire le DTA? Le DTA, il va se lier en magnésium et par conséquent, il n'y aura pas de liaison entre les lipopolysaccharides et le double feuillet de phospholipides de la membrane externe et par conséquent, ici, la structure, elle est fragilisée. D'accord? Donc, c'est ça le rôle de l'EDTA. Par la suite, il vient le TRIS qui va, comment dirais-je, perturber la perméabilité de la membrane externe. Parce que le TRIS HCl, c'est un agent perméabilisant. Un agent perméabilisant, c'est-à-dire il va perturber la perméabilité de la membrane. Il va perturber la perméabilité de la membrane. Donc, la combinaison de ces deux molécules va fragiliser et va détruire la membrane externe et par conséquent, le peptidoglycane chez les grammes négatifs va être susceptible vis-à-vis le lysozyme. Donc, chez les grammes positifs, on va les traiter directement par le lysozyme, tandis que chez les grammes négatifs, on va se débarrasser tout d'abord de la membrane externe en ajoutant un tampon de lyse composé de TRIS et de TTA qui vont dégrader la membrane externe. Par la suite, on va ajouter le lysozyme pour détruire ou bien pour digérer le peptidoglycane des bactéries gram négatifs. Donc, le premier exemple, c'est une enzyme qui dégrade la paroi chez les bactéries. Le deuxième exemple que j'ai choisi pour aujourd'hui, c'est la liticase. La liticase, c'est une enzyme qui dégrade la paroi chez les levures. Donc, j'ai donné un exemple d'enzyme dégradant la paroi de bactéries et une enzyme dégradant la paroi de levure. Donc, la liticase, c'est une endo-bêta-1,3 glucanase. D'accord? Donc, elle permet d'hydrolyser la liaison bêta-1,3 des glucanes des parois de levure. Bon, je vais expliquer cette partie-là. Chez les bactéries, la paroi, elle est composée principalement de quoi? Elle est composée de peptidoglycanes. Mais dans le cas de levure, la paroi, elle n'est pas composée de peptidoglycanes, mais de glucanes. C'est quoi le glucane? Le glucane, c'est un polysaccharide constitué d'un enchaînement de D-glucose. D'accord? Un polysaccharide constitué d'un enchaînement de D-glucose lié principalement par des liaisons bêta-1,3, bêta-1,4, bêta-1,6. Mais le plus souvent, le type de liaison le plus répandu dans les molécules glucanes, c'est les liaisons bêta-1,3. Donc, la liticase, elle permet de scinder ou bien de dégrader la liaison bêta-1,3 au sein du polysaccharide glucane et par conséquent, elle va perturber, elle va détruire la paroi chez les levures. C'est clair? Donc, les techniques d'extraction enzymatique, c'est des techniques qui se basent sur l'utilisation d'enzymes qui perturbent la paroi, que ce soit chez les bactéries, chez les levures, cellules animales, végétales ou autres. Ici, j'ai cité juste deux exemples, mais il existe plusieurs autres enzymes qui dégradent d'autres types de cellules. D'accord? La dernière catégorie de techniques d'extraction, c'est l'extraction mécanique, c'est-à-dire c'est l'extraction suite à un mécanisme mécanique. Ici, j'ai cité plusieurs techniques dans le polycopie que j'ai préalablement publié, mais je vais expliquer juste certaines techniques afin de résumer le cours pour vous. La première technique, c'est l'homogénéisateur de type Downs. Le Downs, d'accord? Voici l'image du Downs. C'est quoi le Downs? Le Downs, c'est un appareil en verre borosilicaté. Donc, c'est un appareil, d'accord, manuel. Pardon, c'est pas un appareil électrique. Donc, l'homogénéisateur de type Downs, c'est un appareil manuel constitué de verre borosilicaté. C'est quoi le verre borosilicaté? C'est un verre constitué à partir de borosilicate. Donc, la molécule qui constitue ce verre, elle est appelée borosilicate.
d'où vient la nomination verre borosilicaté. C'est quoi le caractère de ce verre? Ce verre, il possède une résistance thermique et une résistance chimique, c'est-à-dire il est très résistant à la haute température et aux différents produits chimiques, acides, bases, solvants et autres. C'est pour cette raison-là que la verrerie de laboratoire, elle est constituée ou elle est préparée à partir de verre borosilicaté, parce que c'est un verre qui résiste à la haute température de l'autoclave, de Poupinel, d'accord? Donc c'est un verre très très résistant, il ne se casse pas assez rapidement. Maintenant, comment il fonctionne ce homogénéisateur de type Downs? D'accord? Je vais commencer tout d'abord par décrire. Donc, un schéma. Ici, c'est une photo réelle. Donc, c'est un appareil manuel en verre borosilicaté qui ressemble à une éprouvette. D'accord? Il ressemble ici à une éprouvette avec des parois assez épaisses dans lequel s'enfonce le piston. On appelle ça piston. Celui-là. Celui-là, c'est le piston. Donc, le piston va s'enfoncer à l'intérieur de cette éprouvette. Vous voyez ici, voilà le piston. Le piston, il est à l'intérieur. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Ou là, comment on procède? Donc, on va mettre une solution de cellules. Donc, on doit mettre un liquide, un tampon ou autre. D'accord? Au sein duquel on va faire une suspension de cellules et on va l'introduire à l'intérieur. D'accord? Donc, le passage de cellules dans l'espace extrêmement exigu entre le piston et la paroi interne du tube cause leur rupture. C'est-à-dire que on va mettre la solution de cellules à l'intérieur, on va introduire le piston, d'accord? Donc, le passage de cellules dans l'espace extrêmement exigu, d'accord, entre le piston, entre celui-là et la paroi interne, cause leur rupture. Donc, on va faire des mouvements de haut en bas, d'accord? Donc, on va introduire et faire sortir le piston, d'accord, de cette manière, afin de rompre les cellules et les rendre en fines particules. C'est clair? Bien sûr, on va, comment dirais-je, au maximum, essayer de ne pas endommager les organites cellulaires, d'accord? Parce que si on va endommager les organites cellulaires, surtout s'il s'agit de cellules eucaryotes, on va, comment dirais-je, entraver les étapes de purification. Parce que ça sera le même inconvénient comme le cas du choc osmotique. On va libérer la chromatine, d'accord, ou bien d'autres composants d'organites. Ça, c'est le premier exemple. J'espère que c'est clair. Donc, on va mettre la suspension cellulaire à l'intérieur. On va introduire le piston à l'intérieur de cette éprouvette et on va faire des mouvements, d'accord, de haut et en bas, d'accord. De cette manière, on va endommager les cellules. C'est pour cette raison-là qu'on a dit technique mécanique. On a utilisé une force mécanique. Ça, c'est l'homogénéisateur de type Downs. Bon, le deuxième homogénéisateur, c'est l'homogénéisateur du type Potter-Elvegem. D'accord? Potter-Elvegem. Bon, c'est quoi cet homogénéisateur? Donc, le Potter-Elvegem, il ressemble aux homogénéisateurs Downs. Sauf que, vous voyez ici l'image, d'accord? Ça, c'est un schéma et ça, c'est une image réelle. Donc, il ressemble à un Downs, sauf que, ici, le piston, vous voyez ici le piston, il a une tête de téflon. Ça, le blanc, la partie en blanc, ici, c'est téflon. C'est quoi le téflon? Le téflon, c'est un fluoropolymère. C'est un polymère, d'accord, très résistant. Il résiste à la chaleur, c'est-à-dire il possède une résistance thermique et une résistance aussi aux substances chimiques. Le téflon, je sais que vous connaissez tous le téflon. Le téflon, il est utilisé comment dirais-je, pour les ustensiles de cuisine, comme les poêles. Vous connaissez tous la marque Tefal. Tefal. Pour quelle raison Tefal? Ça vient du mot téflon. Parce que Tefal, c'est quoi? Bon, les ustensiles de cuisine de marque Tefal sont connus comme des ustensiles non adhésifs. D'accord? D'accord?
Et ça, c'est le caractère de téflon. Donc, c'est pour cette raison-là qu'on utilise le téflon. Parce que par la suite, quand on va introduire la solution cellulaire ici et quand on va essayer de faire un mouvement de va-et-vient ici, donc le téflon va perturber la paroi, il va provoquer la rupture de la paroi, mais il n'y aura pas une adhésion de cellules cellulaires, d'accord? Parce que le téflon, il est connu comme une molécule non adhésive. C'est clair? Donc, l'homogénéisateur de type Potter et Elvejam, il est utilisé pour perturber principalement les tissus animaux et les tissus végétaux. Donc, dans le cas de cellules animales et les cellules végétales. D'accord? Comme j'ai expliqué précédemment que le piston, celui-là, est constitué de téflon. Ça, c'est le PTEFE, c'est l'abréviation de téflon. D'accord? Avec une tige en acier inoxydable. Dans le cas de Downs, il est composé de verre. C'est un verre porosilicaté, que ce soit pour l'éprouvette ou bien pour le piston. Ici, non. Le piston, il est en acier. Acier inoxydable, c'est-à-dire il ne s'oxyde pas. Et à la fin, on retrouve la molécule téflon, une molécule non adhésive. Donc, le piston, quand il tourne dans le tube, d'accord, ici, le verre du tube ou de l'éprouvette, c'est un verre borosilicaté. Borosilicaté. Donc, là, quand on va introduire le piston à l'intérieur, comment dirais-je, la distance entre la paroi et le téflon, elle est de 0,1 jusqu'à 0,15 mm. Donc, ce qui va permettre une bonne destruction des particules tessulaires, d'accord, qui vont être soumises à des forces de cisaillement. Donc, quand je vais introduire le piston et quand je vais faire des mouvements de va-et-vient, vous êtes en train de suivre le curseur de souris, donc mouvement de va-et-vient, donc je vais exercer une force de cisaillement, d'accord. Donc, cette force-là, cette force mécanique va perturber la membrane, ce qui va introduire une destruction tissulaire. Parce que j'ai expliqué précédemment que ce type d'homogénéisateur, il est utilisé principalement pour la destruction des tissus. Donc, l'homogénéisateur de type Potter et Elvejam, il n'est pas vraiment utilisé dans le cas de cellules microbiennes. La troisième technique, c'est la sonication. Bon, vous voyez ici le sonicateur. Donc la sonication, c'est le mécanisme et l'appareil s'appelle le sonicateur. Donc la sonication, elle consiste à la destruction des cellules par les ultrasons. Donc le sonicateur, il est constitué d'une tige, d'accord, une tige en métal, d'accord, donc on appelle ça sonicateur. Il est constitué d'un générateur électrique et d'une tige métallique. Cette tige-là, elle a une extrémité très très fine qui sera introduite à l'intérieur de la cellule. Donc ici, on va mettre un bécher, d'accord, dans lequel on va mettre la suspension cellulaire et on va introduire la tige, d'accord. Donc la tige, elle va être introduite dans la suspension de cellule. Donc la sonde, donc on appelle ça, voilà, c'est une sonde ultrasonore. Donc la sonde du sonicateur va mettre le milieu en vibration ultrasonique, émettant un bruit très très fort. Donc quand cette sonde-là, elle va émettre des vibrations ultrasoniques, vous allez entendre un bruit très très déplaisant, c'est-à-dire un bruit très très fort. C'est pour cette raison-là qu'on doit obligatoirement porter des cache-oreilles. Le cache-oreille, il ressemble à un casque. D'accord, il ressemble à un casque pour empêcher le bruit de passer à l'oreille. Pour quelle raison? Parce que le bruit des vibrations ultrasoniques, il perturbe l'oreille. Et il peut même altérer, d'accord, l'oreille et la personne ou le manipulateur peut être affecté. D'accord. Donc, je vais expliquer comment ça se passe un petit peu. Donc, quand la tige
ou bien la sonde, elle sera introduite dans la solution, les vibrations sont des ondes de pression ultrasonique qui causent la croissance de bulles par un phénomène qu'on appelle cavitation. C'est-à-dire que les vibrations ultrasoniques vont contribuer à la formation de bulles. D'accord? Donc le phénomène de formation de bulles, appelé scientifiquement cavitation. Cavitation vient du mot cavité. D'accord? Donc ces bulles sont soumises à un grand stress. D'accord? Et les ondes ultrasoniques permettent de les agrandir de plus en plus. C'est-à-dire les bulles vont prendre du volume. Et quand ces bulles-là vont s'exploser, ils vont contribuer à la destruction des cellules. Donc la destruction des cellules, elle est causée par l'explosion des bulles. Et ces bulles sont formées par un phénomène qui s'appelle le phénomène de cavitation, qui est dû aux vibrations ultrasoniques. Donc les vibrations ultrasoniques vont contribuer à la formation des bulles. Les bulles vont s'agrandir petit à petit, à un moment donné où ils vont s'exploser. Quand ils s'explosent, ils vont contribuer à la destruction de la paroi et par conséquent la libération du contenu cellulaire. Un inconvénient de cette technique, c'est que les vibrations ultrasoniques vont conduire à l'augmentation de la température de la solution. C'est pour cette raison-là que le plus souvent, le bécher ou bien la solution, c'est-à-dire la solution, elle se trouve dans un bécher en verre, d'accord? On va mettre le bécher dans un bac de glace. Un bac de glace, c'est-à-dire on va mettre la glace à l'intérieur pour éviter l'augmentation de la température. Bon, consultez la vidéo sur mon site professionnel pour plus d'explications parce que j'ai déposé une vidéo du mode de fonctionnement du sonication, d'accord, le sonicateur, et vous allez mieux comprendre. C'est clair? Maintenant, on passe aux techniques de purification, c'est-à-dire que une fois on a fait l'extraction des enzymes, on doit passer obligatoirement à la purification. Pour quelle raison? Parce que tout simplement, quand on va extraire l'enzyme, on va extraire ce qu'on appelle l'enzyme brute. L'enzyme brute. C'est quoi l'enzyme brute? L'enzyme brute, c'est l'enzyme plus d'autres molécules, plus des débris cellulaires. Parce que quand on va, comment dirais-je, détruire la membrane, on va faire sortir cytoplasme, on va sortir les organites. Donc, on ne va pas obtenir juste l'enzyme, on va obtenir des enzymes, on va obtenir d'autres molécules, même d'autres enzymes, d'accord, plus des débris cellulaires. C'est pour cette raison-là qu'on aura recours toujours à une technique de purification. La technique de purification, comme son nom l'indique, elle permet d'enlever toutes les impuretés qui se trouvent dans l'extrait brut. D'accord? Parce que l'extrait brut, il contient notre enzyme d'intérêt, c'est-à-dire l'enzyme qu'on veut extraire, plus d'autres molécules. Bon, la purification d'enzymes. Donc, la purification des enzymes nécessite différentes techniques successives, c'est-à-dire plusieurs techniques successives. Une première technique, une deuxième technique, une troisième technique, ou bien des techniques complémentaires, c'est-à-dire le plus souvent on ne peut pas purifier un extrait brut à partir d'une seule technique. Le plus souvent on aura recours à plusieurs techniques. C'est clair? Donc le choix de la technique de purification se base principalement sur les propriétés de l'enzyme d'intérêt. D'accord? Donc, quand on veut choisir la technique de purification, on doit obligatoirement la choisir en fonction des propriétés de l'enzyme d'intérêt, c'est-à-dire l'enzyme qu'on veut extraire. On choisit la technique de purification en fonction de la taille de l'enzyme, d'accord? La taille de l'enzyme, c'est-à-dire la taille moléculaire, je parle principalement du poids moléculaire de l'enzyme, de la solubilité de l'enzyme, de la charge électrique, de l'affinité biologique. Quand je parle de l'affinité biologique, c'est l'affinité biologique de l'enzyme d'intérêt avec les autres molécules. Et enfin, de la différence d'absorption. La différence d'absorption de l'enzyme.
Donc ici, je vais essayer de résumer les différentes techniques parce que c'est impossible d'expliquer les techniques une par une. Parce que déjà, pour faire juste un petit résumé sur chaque technique, j'aurais besoin d'une heure au minimum pour chaque technique. En plus, en principe, vous avez fait toutes ces techniques-là l'année passée dans le module technique d'analyse biochimique. Parce que dans ce module-là, le plus souvent, on étudie ce genre de technique. C'est clair? Mais pour les étudiants qui veulent plus de détails, en dehors de l'examen, c'est pour votre culture générale, vous pouvez me contacter et je peux faire des séances pour vous et je peux également expliquer chaque technique en détail. C'est clair? Donc ici, je vais expliquer juste brièvement. Bon, on a ici plusieurs catégories. J'ai expliqué précédemment que le choix de technique dépend principalement des propriétés de l'enzyme. Le premier choix, c'est les techniques de séparation basées sur les propriétés de solubilité. La technique choisie, la technique numéro 1, la technique de choix, c'est la précipitation différentielle au sulfate d'ammonium. Dans cette technique-là, on va essayer de précipiter l'enzyme d'intérêt par l'utilisation d'un sel qu'on appelle sulfate d'ammonium. Le deuxième type, la deuxième catégorie, c'est les techniques de séparation basées sur la taille, c'est-à-dire basées sur la taille de l'enzyme. Ici, on aura recours à la dialyse, aux différents types de filtration, que ce soit la filtration sur membrane, en utilisant les membranes filtrantes, ou bien la filtration sur gel. La troisième catégorie, c'est les techniques de séparation basées sur la densité. Dans ce cas-là, on aura recours aux différentes techniques de centrifugation ou bien d'ultracentrifugation. On a également les techniques basées sur la différence de poids moléculaire. Dans ce cas-là, la technique de choix, c'est le SDS-PAGE. C'est l'électrophorèse sur gel de polyacrylamide, appelée SDS-PAGE, ou bien la chromatographie d'exclusion moléculaire sur gel. Bon, les techniques de séparation basées sur le PHI, c'est-à-dire sur la charge, c'est comme le cas de l'électrophorèse simple ou bien de la chromatographie échangeuse d'ions. On a aussi les techniques de séparation basées sur l'hydrophobicité et l'hydrophilicité des protéines, c'est comme le cas de la chromatographie de partage. On a également les techniques de séparation basées sur l'interaction spécifique avec d'autres molécules. C'est comme le cas de la chromatographie d'affinité. C'est pour cette raison-là que j'ai dit que, imaginez, chaque technique de chromatographie, elle nécessite un cours à part. C'est pour cette raison-là que, ici, je voulais juste mettre votre attention des différentes techniques, d'accord? Parce qu'en principe, vous êtes censé de connaître tout ça. D'accord? Donc, mais comme j'ai expliqué précédemment, si vous voulez se cultiver ou si vous ne connaissez pas ces techniques, je suis prête à vous faire des vidéos concernant chaque technique d'électrophorèse, chaque technique de chromatographie. D'accord? C'est pour les gens intéressés. Et ça sera en dehors des cours, ou bien en dehors des cours, bien sûr, liés à l'examen. Ça sera pour votre culture générale. Bon. Le troisième point de ce cours, c'est les formes ou bien les techniques de conservation des enzymes. Parce que quand on parle des enzymes, c'est-à-dire les enzymes commercialisées, on les rencontre sous différentes formes. D'accord? On rencontre les enzymes sous forme concentrée liquide stabilisée, c'est-à-dire sous forme liquide, un liquide concentré. On les rencontre sous forme de solide, c'est-à-dire sous forme de poudre, une poudre fine, ou bien sous forme de particules, d'accord? Ou bien on les rencontre sous forme d'enzymes enrobées. Enrobée veut dire entourée ou bien recouverte, d'accord? Ou bien on les rencontre sous forme de microgranulés, des granules, c'est clair? Donc ça, c'est les différentes formes sous lesquelles on rencontre les enzymes commercialisées et utilisées dans les différentes industries. Donc, la formule de préparation enzymatique consiste à ajouter différents composés. C'est-à-dire que l'enzyme commercialisée, elle n'est pas vraiment une enzyme pure. Il y a d'autres molécules ajoutées, comme les protéines, les sucres et les polyols. Les protéines, les sucres,
les polyols. Les polyols, c'est des polyalcools, d'accord? Des polyalcools, c'est-à-dire c'est des composés organiques caractérisés par un certain nombre de groupements hydroxyles, groupements OH. Maintenant, je vais essayer de vous rapprocher l'idée. Là, quand on achète un médicament, d'accord, un médicament, peu importe, un sirop, des gélules, des comprimés, quand on lit la notice ou la composition, on ne va pas trouver juste la molécule, ce qu'on appelle la substance active. Non, substance active, c'est ça le traitement. On va rencontrer également d'autres molécules, d'accord? Ces molécules, ils ont un rôle bien spécifique. Des fois, c'est des molécules qui stabilisent le médicament, qui le conservent. Des fois, c'est des molécules qui confèrent un goût ou une odeur, d'accord, parce que certaines molécules sont très très amères, un goût très très désagréable. Donc, on va ajouter certains édulcorants, d'accord, pour améliorer le goût de traitement. C'est le même principe avec les enzymes. Donc, on a l'enzyme brute et purifiée, dans laquelle on va ajouter des protéines, des sucres ou bien des polyols qui ont des effets de, premièrement, la stabilisation de l'enzyme, c'est-à-dire il permet de stabiliser l'enzyme. Qu'est-ce que ça veut dire la stabilisation de l'enzyme? C'est la conservation de l'activité enzymatique. Parce que l'enzyme, elle va perdre, parce que j'ai expliqué précédemment que chaque enzyme, elle a une durée de vie. C'est-à-dire si on ne conserve pas convenablement l'enzyme, elle va perdre son activité enzymatique, soit au cours du transport, ou bien au cours du stockage, ou bien même au cours de l'utilisation. C'est pour cette raison-là qu'on doit ajouter des substances qui vont jouer le rôle de stabilisateur. D'accord? Ils vont stabiliser l'enzyme. Dans certains cas, on va ajouter des molécules qui facilitent l'étape de déshydratation. C'est quoi la déshydratation? Dans le cas où on va acheter une enzyme sous forme de poudre. D'accord? Bon, quand on a une enzyme sous forme de poudre, quand on veut, la déshydratation, c'est quoi? C'est la production de l'enzyme en poudre à partir de la forme liquide. C'est ce qu'on appelle la déshydratation. Déshydratation. Hydratation, c'est l'ajout de l'eau. La déshydratation, c'est l'élimination de l'eau. C'est ça la déshydratation. Quand on dit une personne elle est déshydratée, elle est en manque d'eau. D'accord? Donc, là, quand on ajoute certaines substances, ça aide à la déshydratation de l'enzyme. Certaines substances préservent l'enzyme contre les contaminations microbiennes, c'est-à-dire que certaines substances, ils ont un rôle très efficace contre les micro-organismes, parce que les micro-organismes peuvent contaminer les enzymes, comme c'est le cas pour les médicaments. Enfin, les médicaments, ce sont des médicaments protégés contre la contamination microbienne. C'est pour cette raison-là, le plus souvent, on dit qu'il faut préserver les médicaments à basse température, c'est-à-dire au réfrigérateur, 4 degrés Celsius. Dans certains cas, pour certains sirops ou certains collyres, les collyres, c'est les solutions qu'on utilise pour l'œil, des gouttes. On les ouvre, par la suite, on dit on doit les utiliser pendant 15 jours. Par la suite, on doit les jeter. Là, c'est à cause des contaminations. Parce qu'il n'y a pas un agent stabilisant ou bien un agent de préservation contre les micro-organismes qui se trouvent dans l'atmosphère. Dans certains cas, on ajoute des molécules pour éviter la précipitation. La précipitation, c'est l'observation de précipiter au fond des liquides. Et là, ça concerne principalement les enzymes concentrées liquides qui se trouvent sous forme liquide. D'autres substances, ils vont permettre l'optimisation de critères esthétiques. Les critères esthétiques, c'est comme j'ai déjà expliqué précédemment. C'est pour ajouter une couleur ou un goût pour les enzymes. Parce que, comme on sait tous, dans certains cas, les enzymes sont certainement utilisées dans l'industrie agroalimentaire, c'est-à-dire dans la préparation de différents types d'aliments. Et par conséquent, quand on ajoute des enzymes, dans certains cas, on veut améliorer ou là, on ne veut pas avoir un goût désagréable. C'est pour cette raison-là qu'on va ajouter certaines molécules qui vont équilibrer un petit peu le goût ou bien l'odeur ou bien l'aspect esthétique. D'accord? Donc,
Quand on veut préparer les enzymes, comment on prépare les enzymes? Principalement, on va pas parler principalement, ou là bien tout d'abord, des enzymes en poudre. Donc, les enzymes, la préparation des enzymes sous forme de poudre, elle s'effectue par deux techniques. La première technique, c'est l'atomisation. La deuxième technique, c'est la lyophilisation. Bon, c'est quoi l'atomisation? L'atomisation, c'est une technique de déshydratation des liquides. J'ai expliqué précédemment c'est quoi la déshydratation. La déshydratation, c'est-à-dire c'est l'élimination de l'eau. C'est-à-dire on a un liquide, d'accord? C'est-à-dire on a l'enzyme sous forme de liquide. On va la transformer en poudre par atomisation. C'est-à-dire on va déshydrater. Cette technique d'atomisation, elle est utilisée dans l'industrie agroalimentaire, dans la préparation de certains types de jus. Les jus en poudre, vous les connaissez. Des fois, c'est même des jus en poudre qu'on ajoute dans l'eau pour avoir du jus. Ou bien pour la préparation du lait en poudre. On utilise la technique d'atomisation. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre l'enzyme sous forme liquide. D'accord? Pour la transformer en poudre par un passage dans un flux d'air chaud. Donc, on fait passer le liquide enzymatique à travers un flux d'air chaud, ce qui va contribuer à la déshydratation du liquide et sa transformation en poudre. Ça, c'est l'atomisation. J'espère que c'est clair. La lyophilisation, je pense que vous avez déjà entendu parler de cette technique dans la préservation de bactéries, parce que la lyophilisation, c'est une technique utilisée dans différents domaines. Principalement, elle est utilisée pour la conservation des bactéries. On a une suspension bactérienne qu'on la conserve sous forme de poudre par lyophilisation. La lyophilisation, elle est également utilisée dans l'industrie agroalimentaire pour préparer des aliments en poudre, comme le lait par exemple en poudre. C'est clair? Et elle est également utilisée pour la préparation des enzymes en poudre. C'est quoi la lyophilisation? La lyophilisation, c'est une dessiccation, d'accord, d'un produit préalablement congelé. C'est-à-dire que le produit ou la solution enzymatique, elle doit être tout d'abord congelée à moins 20 degrés Celsius, dans certains cas à moins 80 degrés Celsius. C'est-à-dire on doit avoir le liquide congelé. Par la suite, ce produit congelé, il va subir une dessiccation. La dessiccation veut dire un séchage. Mais la lyophilisation, elle est basée sur un mécanisme ou un phénomène chimique assez important qu'on appelle la sublimation. La sublimation, at-tamyir en arabe. C'est quoi la sublimation? La sublimation, c'est le changement d'un corps de l'état solide à l'état gazeux directement sans passer à l'état liquide. C'est-à-dire que la solution enzymatique, quand elle est congelée, d'accord, donc c'est quoi? Le liquide, il est congelé. Donc, il est sous forme solide. Donc, il va passer directement à l'état gazeux, donc le liquide va disparaître sans passer par l'état liquide. Et de cette manière, le produit congelé, d'accord, il va se transformer en poudre en perdant l'eau. Avec l'eau congelée, il va se transformer en gaz, il va se libérer, d'accord. Bien sûr, ce phénomène, il s'effectue sous pression. Et bien sûr, le produit doit être préférablement congelé à moins 80 degrés Celsius. Dans le cas échéant, on congèle le liquide à moins 20 degrés Celsius. Moins 20, c'est le congélateur ordinaire, le congélateur de réfrigérateur, d'accord? Mais moins 80 degrés Celsius, c'est le plus souvent, c'est la congélation à l'azote liquide. J'espère que c'est clair concernant ces deux techniques. Dans le cas où vous avez des questions concernant ça, n'hésitez pas à me poser des questions sur Google Classroom. Je vais ouvrir un live pour vous expliquer plus de détails si ce n'est pas clair pour vous. Donc, on a l'atomisation, la lyophilisation. L'atomisation, c'est le passage du liquide à travers un flux d'air chaud, ce qui permet la transformation de liquide en poudre. La lyophilisation, elle est basée sur la sublimation, qui est le transfert d'un corps solide congelé en état gazeux sans passer par l'état liquide. Et par conséquent, mon produit, il va dessécher, c'est-à-dire il va se transformer en poudre. Mais quand on va opter pour l'atomisation ou bien la lyophilisation, on doit protéger une autre enzyme. C'est pour cette raison-là, la solution enzymatique, c'est-à-dire l'enzyme en solution, elle doit être additionnée d'un agent protecteur. D'accord?
elle doit être additionnée d'un agent protecteur. Pour quelle raison? Pour protéger l'enzyme dans le cas de congélation ou bien pour protéger l'enzyme contre le flux d'air chaud. D'accord? Parce que l'enzyme, c'est une molécule thermolabile, c'est une molécule qui est assez sensible vis-à-vis le changement de température et par conséquent, on doit ajouter un agent protecteur pour protéger l'enzyme lors de la lyophilisation ou bien lors de l'atomisation. Donc, en fonction de la technique utilisée, on doit choisir la molécule protectrice. L'amidon, le maltodextrine, gomme arabique ou bien certains types de sel lors de l'atomisation, l'ajout de sucre, de polyéthylène glycol, propylène glycol, des polyols, des polyalcools ou bien des acides aminés lors de la lyophilisation. Donc l'agent protecteur, il dépend en fonction de la nature de la technique utilisée. Atomisation, elle diffère de la lyophilisation et par conséquent la molécule utilisée, elle est différente. C'est quoi les maltodextrines? Maltodextrine, c'est le résultat de l'hydrolyse de l'amidon. L'amidon, c'est la molécule complexe. Le maltodextrine, c'est l'un des composants de l'amidon dégradé. Donc quand on dégrade de l'amidon, on va obtenir de la maltodextrine. C'est quoi le gomme arabique? Le gomme arabique, c'est un exudat de sève, d'accord, descendante et solidifiée. C'est-à-dire, c'est un produit naturel qu'on rencontre dans un tronc d'arbre qu'on appelle Arakia sensu. C'est un arbre spécifique. En arabe, on appelle ça louban. D'accord? Gomme arabique, c'est louban. D'accord? C'est un exudat de sève. Sève, c'est-à-dire qu'on rencontre dans l'Iha shajar. D'accord? Les sels, certains types de sels, c'est comme le MgSO4 et ainsi de suite. Donc, j'ai donné ici l'exemple de MgSO4. C'est clair? Donc, la molécule protectrice, elle dépend de la technique utilisée parce que l'atomisation, c'est un mécanisme très, très différent de la lyophilisation. Bon, j'ai expliqué précédemment la stabilisation d'une poudre, d'accord, dans le cas de préparation d'enzymes en poudre. Maintenant, on va parler des enzymes, les concentrés enzymatiques liquides, c'est-à-dire les enzymes liquides. Dans le cas des enzymes liquides, on peut également utiliser des agents stabilisants, c'est-à-dire des agents qui stabilisent l'enzyme lors de l'utilisation, le stockage, la conservation, le transport. On utilise principalement des polyols. Les polyols, c'est les polyalcools comme le glycérol, sorbitol, mannitol. On utilise également des disaccharides comme le lactose et on utilise des sels comme le MgSO4 et le NaCl. C'est des agents stabilisants utilisés dans le cas des enzymes liquides. On peut également ajouter dans l'enzyme liquide des additifs alimentaires, écrits en rouge ici, comme le cas de benzoate de sodium, sorbate de sodium ou ascorbate de sodium. Les trois molécules, c'est des additifs alimentaires. Déjà, vous voyez ici le code de l'additif, le E212, le E201, le E301. Les trois molécules sont utilisées dans les différentes industries agroalimentaires. Ces molécules sont utilisées comme additifs alimentaires dans le but de conserver les aliments, comme un agent conservateur. Conservation concernant quoi? Principalement, c'est la conservation contre la contamination microbienne ou bien la contamination bactérienne. Donc, ces additifs alimentaires sont également utilisés pour préserver les enzymes sous forme liquide. Bon, c'est quoi le rôle exact de ces trois molécules? Ces trois molécules, ils ont un rôle bactériostatique. Bactériostatique, c'est-à-dire c'est une inhibition de la croissance des bactéries. Donc, on a l'effet bactériostatique et l'effet bactéricide. Bactéricide, c'est une élimination, destruction complète de la bactérie. Un effet bactériostatique, c'est un effet qui va empêcher la multiplication des bactéries et non pas leur destruction. On ne va pas détruire la bactérie, mais on va empêcher sa multiplication et sa croissance dans l'enzyme ou bien dans l'aliment. D'accord? Et ça va permettre une bonne conservation de l'enzyme. Généralement, la concentration de ces conservateurs, elle est de l'ordre de 0,1 jusqu'à 0,2%.
0,1 jusqu'à 0,2% veut dire 0,1 g jusqu'à 0,2 g par 100 ml d'enzyme liquide. 0,1 jusqu'à 0,2 g par 100 ml d'enzyme liquide. C'est ça la concentration qu'on doit ajouter pour avoir une bonne conservation d'enzymes contre la multiplication des bactéries. D'accord? Et non pas la destruction complète des bactéries. Donc, on va clôturer ce cours par quelques règles pour la manipulation des enzymes. La manipulation des enzymes dans le laboratoire. C'est très très important parce que les enzymes, c'est des molécules assez fragiles. D'accord? Bon, la première des choses, pour avoir une stabilité optimale, les enzymes doivent être stockées sous leur forme commerciale d'origine. C'est-à-dire que on doit conserver l'enzyme comme on l'a acheté. Si elle est sous forme lyophilisée ou autre. D'accord? Pardon. Le plus souvent, on doit conserver l'enzyme à des températures appropriées, indiquées sur l'étiquette. Mais ces températures-là, on va rencontrer deux catégories. Des enzymes qui se conservent à 4 degrés Celsius, c'est-à-dire dans le réfrigérateur. D'autres enzymes, ils se conservent à moins 20 degrés Celsius. Moins 20 degrés Celsius. D'autres à moins 80 degrés Celsius. Donc, on va suivre les indications sur l'étiquette parce que la température de conservation dépend de la nature de l'enzyme. La deuxième règle à respecter, c'est que les enzymes doivent être diluées pour être utilisées. C'est-à-dire, on ne va pas les diluer auparavant. D'accord? On doit les diluer au moment de l'utilisation. Généralement, comment on dilue l'enzyme? La dilution de l'enzyme, elle s'effectue avec un tampon glacé. Je mets un tampon glacé maintenant, refroidi préalablement. Refroidi préalablement. D'accord? Ou bien de l'eau distillée. Bien sûr, de l'eau distillée stérile. Toujours, même le tampon, il doit être stérile. D'accord? J'ai dit qu'il y a l'enzyme diluée, que ce soit l'enzyme en poudre, ou bien même l'enzyme liquide, parce que quand j'ai parlé des enzymes liquides, j'ai parlé des enzymes liquides concentrées, parce que l'enzyme liquide, elle est toujours concentrée. Donc, pour l'utiliser, on doit diluer. D'accord? Donc, la dilution, elle s'effectue au moment de l'utilisation. C'est ce que j'ai écrit ici. Donc, les solutions enzymatiques diluées sont généralement instables. C'est clair? C'est pour cette raison-là qu'on doit les préparer au moment de l'utilisation. Au maximum 1 à 2 heures avant l'utilisation. Sinon, l'enzyme va se détériorer. D'accord? On ne doit jamais stocker ou la conserver à long terme les enzymes diluées. Jamais. On doit juste diluer la quantité nécessaire pour l'expérience. C'est clair? Autre chose, les flacons contenant des enzymes lyophilisées, d'accord? Ou bien les flacons contenant des cofacteurs. Avant de les utiliser, on doit atteindre la température ambiante avant de les ouvrir. Parce que j'ai expliqué précédemment que les enzymes doivent toujours être conservées soit à 4 degrés Celsius ou bien à moins 20 ou bien moins 80 degrés Celsius. Donc avant de les utiliser, on doit les mettre à température ambiante. Température ambiante, c'est-à-dire la température du laboratoire. Pour quelle raison? C'est pour éviter la condensation de l'humidité sur la poudre. Spécialement dans le cas où l'enzyme, elle est, comment dirais-je, elle est sous forme de enzyme en poudre. D'accord? En poudre ou bien en particules ou là en micro-granulés. D'accord? Parce que une fois la poudre elle est humidifiée, elle va perdre son activité enzymatique et elle va se dégrader. Principalement les enzymes en poudre, c'est des substances hygroscopiques. C'est des substances hygroscopiques. Le mot hygroscopique veut dire absorbe l'humidité de l'air. Absorbe l'humidité de l'air. C'est-à-dire que la poudre, elle va absorber l'humidité et elle va se dégrader, c'est-à-dire elle va s'humidifier. C'est-à-dire la poudre va s'humidifier et par conséquent l'enzyme elle va se dégrader et elle va perdre son activité enzymatique. C'est clair? Donc c'est pour cette raison-là qu'on doit faire très attention
lors de l'utilisation des enzymes en poudre. On doit baisser la température à la température ambiante de laboratoire. Bon, les solutions en suspension d'enzymes normalement stockées à 4 ou à moins 20 degrés Celsius doivent être conservées dans un bac de glace lorsqu'elles sont utilisées sur la paillasse de laboratoire. C'est-à-dire que les enzymes en solution, donc ici les enzymes en poudre, on doit regagner la température de paillasse, la température ambiante. Mais dans le cas de solution ou bien de suspension d'enzymes, on doit mettre toujours le flacon d'enzymes dans un bac de glace. Un bac de glace, c'est quoi? On va prendre un bac et on va mettre la glace dedans. Bac de glace, d'accord? Pour préserver la température d'enzyme, d'accord? Donc la température d'enzyme, elle ne doit pas augmenter. C'est-à-dire elle ne doit pas atteindre la température ambiante de laboratoire. Un autre conseil très très important, il faut éviter la congélation, la décongélation répétée de l'enzyme, principalement les enzymes diluées, parce que la congélation, la décongélation, elle permet la destruction des enzymes, d'accord? Donc il faut toujours conserver les enzymes en alicote. Je mets en alicote, c'est-à-dire en petit volume, généralement dans des Eppendorf. Vous connaissez les Eppendorf? Les Eppendorf, c'est des petits tubes. Généralement, il y a des Eppendorf de 1,5 ml et il y a des Eppendorf de 2 ml. D'accord? Donc, on doit conserver les enzymes dans des petits volumes de 1,5 ou bien 2 ml au max. Et on va éviter la congélation, la décongélation. Et là, la congélation, décongélation, c'est comme le cas des aliments. Parce que la congélation, décongélation, elle altère les molécules. Donc, les enzymes doivent être également manipulées avec soin. Comment avec soin? Pour éviter la contamination. Donc, il faut éviter de contaminer l'enzyme, que ce soit en poudre ou bien en liquide. Donc, on va faire très attention. On doit toujours utiliser une nouvelle pipette pour chaque enzyme. D'accord? Il faut jamais... comment dirais-je, il ne faut jamais remettre l'enzyme utilisée dans le flacon initial. Par exemple, vous allez prendre 1 ml du flacon initial, vous allez utiliser juste 0,5 ml. Donc, il vous reste 0,5. Il ne faut jamais remettre ça dans le flacon initial. Il faut le jeter. D'accord? Donc, c'est pour cette raison-là qu'il faut prendre juste le volume nécessaire. J'ai besoin de 0,5 ml. Je vais prendre 0,5 ml. C'est clair? Il ne faut jamais remettre le reste d'enzymes déjà pipetées à l'intérieur du flacon initial. Et il faut toujours porter des gants, d'accord, pour protéger à la fois le manipulateur, c'est-à-dire moi, c'est-à-dire l'utilisateur, et l'enzyme. Parce que quand on porte les mains, donc on va empêcher comment dirais-je, la contamination, principalement la contamination microbienne de mon produit, l'enzyme. Et bien sûr, je vais protéger le manipulateur de l'enzyme. D'accord? C'est ainsi que s'achève notre cours pour aujourd'hui. Donc, si vous avez des questions concernant ce cours, donc n'hésitez pas à me poser des questions sur mon compte Google Classroom et je vais répondre à toutes vos questions. Bon courage et on se verra dans la prochaine vidéo.